Alors effectivement, je vais vous proposer une réflexion sur les médiations dans le champ du handicap au travers de deux espaces qui sont la quotidienneté et les activités. Qu'il me soit permis ici de remercier effectivement Synergie pour son invitation et l'occasion de communiquer un petit peu l'état de mes réflexions suite à l'accompagnement d'équipes que je pratique depuis maintenant de nombreuses années, notamment d'équipes en masse, en femmes ou en foyer occupationnel. Je voudrais dire aussi que ce que j'ai appris, tout ce que j'ai pu apprendre avec le docteur Gabaye, son nom a été évoqué tout à l'heure, mais je voudrais quand même ici lui rendre ce que je lui dois, puisque j'ai eu la chance quand même de travailler plusieurs années avec lui, donc à la Fondation John Bost, et je mesure tous les jours tout ce qu'il m'a appris et ce qu'il continue à m'apprendre. Alors, effectivement, traditionnellement, de manière un peu simpliste, on peut dire qu'on a le quotidien. Alors, le quotidien, la définition la plus simple, c'est la vie de tous les jours. Voilà, c'est vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Et puis, les activités. Les activités, là aussi, traditionnellement, c'est ce qui est en dehors de la vie quotidienne. Et quand même, il y a à se poser, effectivement, des questions sur les représentations, les apports, les impasses. Comment théoriser aussi un peu ces données justement au-delà des évidences, parce qu'on voit bien que ces évidences-là, effectivement, compte tenu de toute la complexité, notamment qu'a développé Jacques Constant sur le fonctionnement autistique, la pensée autistique, on voit bien que, justement, il ne faut pas penser avec des évidences et que les évidences vont très rapidement être mises à mal, justement, par ces modes de fonctionnement. Alors, peut-être tout d'abord le quotidien, et on voit bien qu'effectivement, le quotidien, c'est simple, c'est banal, c'est ordinaire. Notre quotidien, nous, on voit bien que, on ne fait pas toute une affaire de ce qu'on fait tous les jours. Et c'est vrai qu'on peut reprendre ici la phrase de Georges Perec, ce qui se passe chaque jour, donc je vous laisse la lire, avec notamment cette notion d'infraordinaire. Et je crois qu'effectivement, ce qui est peut-être du côté de l'infraordinaire, c'est ça, effectivement, qui est à la fois certainement peut-être le plus compliqué à vivre pour ces personnes. Et puis, c'est certainement ça qu'il faut aller interroger, qu'il faut, comme dit Perec, en rendre compte, l'interroger et le décrire. Alors, c'est vrai que la vie quotidienne souffre dans les institutions, un petit peu, dans les représentations, souffre de connotations négatives. C'est vrai que souvent, on va parler de la lourdeur de la vie quotidienne, souvent on emploie ce mot de routine. Et puis c'est vrai que la vie quotidienne va nous exposer, les professionnels, effectivement à la proximité et à la répétition effectivement de cette proximité avec le corps. On pourrait dire que la vie quotidienne, j'y reviendrai, effectivement, c'est fondamentalement la dimension du corps et effectivement le corps dans ses besoins, les repas, les toilettes qui reviennent sans cesse. Et puis la trivialité, bien sûr, on peut penser dans les états déficitaires, des questions assez triviales de souillure, et puis les expressions pathologiques, bien sûr, la violence, les automutilations. Et c'est vrai que cette proximité-là est quand même assez éprouvante. C'est vrai que la vie quotidienne est souvent peu valorisée dans les projets personnalisés. C'est vrai que souvent, elle fait peu l'objet d'une explicitation un peu dans les projets. Et puis le risque ne serait-il pas que la vie quotidienne soit assimilée simplement à une prestation hôtelière, c'est-à-dire le gîte et le couvert, voilà, grosso modo, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Or, c'est vrai que la quotidienneté avec ces personnes-là est bien au-delà, effectivement, de cette simple prestation hôtelière. Alors, la question qui se pose, peut-être, ça serait quel cadre théorique pour penser le quotidien. C'est vrai que pour penser ce quotidien, on voit bien qu'on a besoin d'un cadre théorique, alors que pour nous, on ne pense pas notre quotidien. On n'a pas besoin d'outils théoriques pour penser que le matin, on se lève et qu'on s'habille et qu'on fait sa toilette et qu'on prend son petit déjeuner, alors que certainement pour ces personnes-là, il va falloir nous doter d'un cadre théorique et de support d'étayage théorique pour pouvoir penser ce quotidien. Alors c'est vrai que la définition que je donnerai du quotidien, moi je me réfère donc à cette notion de cadre qui a été proposée notamment par José Bleguer. La notion de cadre, c'est ce qui tient. C'est ce qui, dit-il, est constitué par les éléments invariants qui organisent les fondations de notre identité.
il renvoie à la symbiose et cette phrase notamment, le cadre a une fonction comparable, donc il agit comme support et comme été. Hein. C'est-à-dire que le quotidien, effectivement, c'est certainement à penser comme étant le support, l'étayage fondamental qui va permettre à ces personnes de vivre le moins mal possible ou de vivre dans une relative sécurité. Et encore, c'est certainement jamais acquis. Alors, le quotidien, effectivement, je proposerais peut-être une métaphore, la métaphore du tissage, et on pourrait dire que le quotidien pourrait être représenté dans un tissage qu'on appelle les fils de chaîne, c'est-à-dire ceux qui sont posés en premier, hein, ceux qu'on installe en premier sur le métier à tisser, qui structurent le tissage, qui le font tenir, et qui souvent, d'ailleurs, sont relativement invisibles. Et ensuite, donc, dessus va se tramer le tissage, donc, avec ces fils de trame, et ces fils de trame, effectivement, peuvent être colorés, divers, avec des motifs et des représentants, enfin, voilà, toute une fantaisie, toute une diversité, mais on oublie peut-être que cette diversité, cette fantaisie-là, n'est possible que parce que dessous, il y a une armature constante, solide, et qui est, encore une fois, relativement invisible. Alors, le quotidien, donc, c'est ce qui aide à tenir et à se tenir. Hein, je crois que c'est toujours un peu l'idée de tenir et se tenir et tenir. Hein, on voit bien qu'on est un peu dans cette double articulation. Donc, pour effectivement faire face en permanence à ce qui est leur fragilité, on pourrait dire leur précarité d'existence. Hein, et donc, je propose que peut-être on puisse réfléchir autour de 4 éléments qui, à mon avis, structurent le quotidien. Le temps, l'espace, le corps et la pensée. Il me semble que ce sont ces 4 éléments-là qui sont les plus fondamentaux, certainement, qui sont tellement intériorisés chez chacun de nous qu'on n'y pense même plus, alors qu'ils sont présents, bien sûr. Hein. Nous sommes structurés sur ces 4 éléments-là. Et on voit bien que chez ces personnes avec autisme, ces 4 éléments, effectivement, sont les plus menaçants et les plus menacés, c'est-à-dire que souvent, effectivement, ils sont fragilisés à l'extrême. Et peut-être aussi que l'autre idée, c'est qu'à partir de ces 4 éléments, on va peut-être pouvoir penser le quotidien en tant que professionnel, on va pouvoir peut-être le penser un peu mieux et certainement lui donner sens, parce que la grande problématique du quotidien, c'est quel est le sens, quel sens ça a, cette répétition inexorable de ces jours et de ces jours qui se suivent et qui souvent se ressemblent. Alors le temps, le premier élément, le temps. Effectivement, on voit bien que pour de nombreux adultes, le temps est un support peu stable et insécurisant de leur identité. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, leur manière de vivre ce temps, de le vivre dans une sécurité relative, de se projeter dans le futur est très altérée. Et on assiste dans les établissements quand même à ces angoisses de non-continuité de leur existence avec ce temps qui pourrait s'arrêter, qui pourrait se diluer peut-être et eux disparaître avec dans ces trous du temps, dans ces trous noirs du temps. Et les symptômes, on les connaît bien, les symptômes liés à ces angoisses, ce sont ces demandes incessantes, ces personnes qui vous demandent en permanence à quelle heure on mange et qu'est-ce qui va se passer, et voilà, toutes ces questions sur effectivement ce qui doit arriver, l'impossibilité à attendre ou la grande difficulté à attendre. Et on peut se poser la question combien de fois on leur dit attendre dans une journée. Hein, je crois que si on compte, on n'arrête pas de leur dire attends, alors qu'effectivement attendre pour eux, c'est certainement une des choses les plus compliquées à se représenter du moins. Et puis, on voit bien la difficulté face à tous ces changements temporels, l'imprévu, effectivement, avec la difficulté de prévoir l'imprévu, mais on sait que chez eux, effectivement, ce vécu temporel était vraiment pour eux d'une grande difficulté à vivre. Alors, le temps du quotidien, effectivement, le quotidien, il a un avantage sur le plan temporel, c'est qu'effectivement, il est dans la répétition. Si on y regarde bien, notre quotidien à nous est aussi extrêmement répétitif. Hein. On fait à peu près chaque jour, à la même heure, les mêmes gestes, dans des conditions de vie habituelles. Et donc, ces répétitions obligées, alors le lever, la toilette, le repas, et tous ces gestes du quotidien, effectivement, certainement, offrent pour ces personnes-là un ancrage dans le temps. Hein. C'est-à-dire que ce temps-là, effectivement, il est marqué par ces répétitions qui sont
qui vont arriver de toute façon, même si certains vous demandent quand est-ce qu'on mange, on voit bien que, bon, quand même, hein, ils savent bien que ça va arriver, ou en tout cas, ils ont besoin de vérifier que ça va arriver, et surtout, le quotidien ne s'arrête pas. C'est-à-dire, on ne peut pas leur dire, ah ben non, demain, terminé, ah ben non, écoutez, il n'y a plus de repas, ah ben non, c'est fini, on arrête. On sait bien que le quotidien s'inscrit dans la continuité, et dans la continuité de la vie, puisque, en principe, quand le quotidien d'une personne s'arrête, ben, c'est que, voilà, c'est la fin. Hein, c'est-à-dire que notre vie quotidienne, c'est le temps de la vie, c'est le temps, effectivement, de cette continuité-là. Alors la ritualisation, on voit bien que pour certains, la ritualisation du temps est nécessaire. Hein. Il faut même accentuer pour certains cette ritualisation. Et c'est vrai que le fait que le quotidien, que chaque jour soit identique au précédent, ça veut dire que le temps est solide. Hein. C'est vrai que le changement vient chez eux marquer des fragilités du temps. Et donc cette répétition, hein, cette ritualisation, qu'il faut accentuer avec certains. On voit bien l'utilisation qu'on peut faire, par exemple, des calendriers, des agendas ou des time-timers, hein, c'est-à-dire la manière, effectivement, de visualiser le temps, hein, de le matérialiser hein, dans des formes qu'ils peuvent saisir, et notamment saisir visuellement, hein, est très important. Et là, effectivement, on est quand même dans le paradoxe de la routine. Hein. C'est vrai que souvent, le quotidien a une connotation de routine. Et on voit bien que pour les adultes, effectivement, c'est certainement nécessaire et sécurisant. Hein. On voit bien que si dans un environnement institutionnel, il y a trop de changements, si ça bouge tout le temps, s'il n'y a pas de prévisibilité, si on ne sait pas... On voit bien des fois combien dans certaines institutions, le temps peut être comme ça, précaire, on ne sait pas quand est-ce que ça a lieu, et puis on a prévu quelque chose, et puis ça n'a pas lieu, et puis voilà. On a cette précarité du temps, et on sait bien que ça, c'est très inquiétant, et c'est très angoissant pour ces personnes-là. Donc la routine, cette répétition est certainement sécurisante, et c'est vrai que pour les professionnels, ben, cette routine-là, nous, on n'aime pas la routine, hein, même si on la vit, mais on la vit sans s'en rendre compte. Et c'est vrai que nous, on n'aime pas la routine. Hein, c'est vrai que la routine, pour nous, est synonyme d'usure de la pensée, de la créativité, et puis cette impression de perpétuité, hein, de perpétuel recommencement. Et donc, peut-être la question là, c'est comment faire de la répétition du quotidien le support de toute continuité, à mon avis, c'est par là qu'il faut le commencer. C'est bien cette continuité-là qu'il faut assurer. Hein, et peut-être faire du temps immuable, de l'immutabilité autistique, un allié et non un ennemi, comme peut-être souvent on aurait tendance, nous, à penser que ce temps-là, c'est notre ennemi en institution, alors qu'il faut certainement en faire un allié et travailler effectivement en s'appuyant sur cette dimension de la continuité. Alors l'espace... Brièvement, effectivement, ben, la vie quotidienne, ça a lieu dans des espaces. Hein, notre vie quotidienne, elle a lieu dans des maisons. On appelle ça des maisons, des appartements. Chez eux, ce sont des établissements. Hein. Et c'est vrai que là aussi, la vie quotidienne vient signifier un dedans par rapport à un dehors. Hein. Et on mesure aussi les liens qu'il peut y avoir entre le vécu corporel et le vécu de l'espace. Hein. Comment effectivement l'espace vient aider certains à structurer quelque chose un peu de leur limite corporelle. Et là, il y a des questions tout à fait pratiques qui se posent, tout à fait concrètes. La question des portes, par exemple, hein, les intrusions dans les espaces. On peut voir effectivement certains lieux de vie qui sont souvent des moulins, on y rentre là-dedans comme dans un moulin, les portes sont ouvertes ou des choses comme ça, et on voit bien que là aussi cette sensibilité à l'espace, et notamment cette sensibilité à l'intrusion dans l'espace, est extrêmement importante, et comment on a aussi organisé l'espace, hein, organiser les lieux, les locaux, organiser les séquences d'ouverture et de fermeture, et on voit bien tout ce que ça peut avoir aussi comme répercussion par rapport à leur propre vécu corporel. Alors le corps, j'y viens, effectivement. Certainement que le corps, c'est la dimension fondamentale du quotidien. On pourrait presque dire que le quotidien, c'est le corps, hein, ou le corps, c'est le quotidien. Et effectivement, c'est le corps dans ses exigences physiologiques, hein, manger, dormir, éliminer, se protéger, ne pas trop souffrir physiquement. Et c'est vrai que ce matin, la question de la douleur était évoquée, effectivement, comment prendre en compte la douleur et effectivement les troubles somatiques, hein, le mal aux dents, la constipation ou des choses tout à fait triviales et tout à fait banales, et qui effectivement sont extrêmement importantes. Ensuite, il y a le corps dans le vécu, hein, c'est-à-dire comment certains vivent leur corps, et on voit bien que là aussi, chez beaucoup, il y a des difficultés à vivre ce corps dans son unité, dans sa sécurité, dans la différenciation avec le corps de l'autre, hein, et puis aussi le corps dans ses entours, hein, dans ses entourages, les espaces, hein, je l'évoquais, mais aussi les vêtements, les objets, par exemple, hein, combien tous ces entours-là sont aussi importants et viennent sécuriser un peu les limites corporelles.
Alors le corps dans la quotidienneté, effectivement, j'ai repéré quelques éléments. Le repas c'est vrai que souvent c'est un moment assez compliqué, hein. Souvent c'est l'occasion de troubles du comportement assez importants dans les institutions, hein. On voit bien que le repas, par exemple, va mettre en jeu quelque chose qui est assez banal chez nous, et même on n'y pense pas, c'est la question de l'orifice buccal, hein. Il s'agit de manger, donc de faire passer par cet orifice corporel qu'est la bouche de la nourriture. Il s'agit aussi éventuellement de ressentir quelque chose d'une intériorité, hein, viscérale. La toilette, bon, les difficultés du vécu corporel, hein, avec effectivement ces angoisses de morcellement, l'élimination, hein, les fréquentes angoisses autour de l'orifice anal, avec parfois des conduites, hein, qui sont assez problématiques, hein, et même souvent très, très, très difficiles à prendre en compte, hein, de la part des professionnels, hein. Et puis, bon, ces constipations psychopathologiques ou somatiques, souvent d'ailleurs, les deux étant liés, et là aussi source de douleur, d'inconfort, hein. Les vêtements, bien sûr, hein, pour certains, les vêtements constituent une seconde peau, avec là aussi des comportements autour de la maîtrise des vêtements. On sait, hein, la maîtrise des armoires, hein, certains qui vont utiliser les armoires presque comme des espèces de contenants corporels, et puis les inquiétudes de disparition, le problème de lavage, des problèmes tout à fait concrets, le linge qui part à la laverie centrale, qui revient ou qui ne revient pas, et qu'est-ce qui devient. On voit bien que là, il y a des questions très concrètes qui se posent. Les objets, alors ces objets autistiques, hein, les bouts de bois, les objets divers, donc qui sont un peu ces espèces de prothèses corporelles, hein, qui certainement assurent un sentiment de continuité. La preuve, c'est qu'il ne faut pas les lâcher, hein, puis aussi qui assurent une continuité sensorielle, hein, c'est-à-dire tant qu'on les a dans la main, on sent quelque chose de soi. Et puis les angoisses de perte de l'objet, hein, ces disparitions, voilà. Et puis la chambre, hein, là aussi avec la délimitation peut-être autour de ce qu'est le corps intime, hein, le corps privé, avec bien sûr la question derrière de la sexualité, et puis le corps social ou le corps public, hein. Et puis là aussi des questions assez pratiques de ménage, hein, comment faire le ménage dans une chambre, peut-être sans trop toucher à certains objets. On voit bien que là, derrière la question du corps, il y a plein d'éléments quotidiens, hein, des éléments tout à fait pratiques, hein, qui demandent une extrême attention et qui demandent là aussi d'être pensés, d'être réfléchis, toujours à l'aune, effectivement, de la question du vécu corporel de ces personnes et comment ces personnes vivent leur corps et vivent cette dimension corporelle. Alors la pensée, le quatrième élément, c'est la pensée. Il me semble que c'est quand même l'importance de la mise en pensée du quotidien, hein. C'est comment sur ce quotidien-là, effectivement, on va mettre de la pensée. Alors c'est vrai que chez nous, la pensée, elle passe par les mots, hein. Alors c'est vrai que les mots, souvent chez eux, c'est compliqué, mais il me semble que c'est comment on pourrait les aider un peu à psychiser, excusez-moi ce néologisme, mais peut-être à mettre en pensée, c'est-à-dire à ne pas simplement vivre d'une manière parfois un peu robotisée ce quotidien, mais pouvoir en penser quelque chose. Et là, effectivement, ça vient poser la question de leur parler. Alors c'est vrai que quand on demande aux professionnels « est-ce que vous leur parlez ?» on vous dit « oui, bien sûr, oui, bien sûr, on leur parle, mais on leur dit quoi ?» Et là, peut-être que là aussi, souvent, on peut constater qu'on a des paroles un peu d'injonction. Alors, on va à la toilette, venez, attendez, c'est l'heure, enfin, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça pose la question du commentaire, c'est-à-dire comment on vient commenter un petit peu ce qui se vit, comment on vient mettre en mots pour eux, hein, et comment les aider à peut-être mettre un peu de pensée, des bribes de pensée, hein, sur ce qu'ils vivent, alors les choses tout à fait ordinaires, être content, pas content, avoir faim, avoir peur, être inquiet. Et ça renvoie aussi à ce que disait Jacques Hockman ce matin, autour de la narrativité, c'est-à-dire comment raconter aussi ce quotidien, comment peut-être faire le lien entre ce qu'on a mangé hier et ce qu'on va manger aujourd'hui, enfin un petit peu toutes ces mises en pensée possibles un petit peu de cette quotidienneté. Et c'est vrai que là, ça vient poser un peu la question de la présence psychique des professionnels. Comment sont-ils présents? Alors on voit bien qu'ils sont présents pratiquement, hein, bien sûr, il y a plein de choses à faire, et on n'arrête pas, hein, on court, on n'arrête pas, mais comment effectivement être présent psychiquement à ces gestes-là, à ces choses tout à fait banales et ordinaires? On voit bien que le risque là, ça serait le risque d'une présence robotisée, hein, d'une présence sans être là, hein, et bien sûr par cette usure qu'engendre la routine, et peut-être aussi uniquement centré sur la dimension pratique du quotidien, hein. Donc ça, c'est un risque, effectivement, c'est comment pour les professionnels rester vivants sur le plan psychique, rester actifs psychiquement dans ces temps du quotidien.
Et là, effectivement, c'est peut-être comment redonner sens un peu à cette présence tout à fait banale et tout à fait ordinaire de la vie de tous les jours. Et je trouve que la phrase de Pascal Molinier, la présence a peut-être toujours à voir avec le domestique comme fondement du monde ordinaire, effectivement le quotidien. On est dans le domestique, hein, le domestique, je rappelle, c'est la domus, c'est la maison, hein. Donc on est vraiment dans ces choses tout à fait simples, quoi. Alors peut-être le quotidien comme cadre, comment penser le quotidien comme cadre? On peut penser que peut-être ce cadre du quotidien, c'est-à-dire ces éléments structurés, solides, pensés, organisés, voilà, vraiment des choses qui se tiennent, ce quotidien qui se tient et que les professionnels tiennent, et tiennent à la fois pratiquement et psychiquement. Effectivement, ce quotidien pose peut-être les étayages fondamentaux, c'est peut-être sur ces étayages-là que ces adultes, peut-être, peuvent venir s'appuyer eux-mêmes, hein, peuvent venir un peu trouver des étayages. Alors peut-être dans un premier temps sur des modes adhésifs, on sait que hein, souvent ils vont venir coller, hein, se coller par des processus d'identification adhésive à ces éléments du quotidien, mais on peut faire l'hypothèse que derrière, peut-être, dans la répétition, dans la sécurisation, ils pourraient peut-être, ou ils peuvent peut-être en intérioriser quelque chose, on pourrait dire en introjecter un petit peu ces éléments pour que ces éléments de solidité, de stabilité puissent un peu être intériorisés et qu'ils puissent les ressentir en eux-mêmes comme des éléments de solidité comme nous les portons en nous-mêmes. Et donc on voit bien que les professionnels donc, ont à tenir, effectivement, c'est ça l'enjeu du quotidien, c'est de tenir, et il faut tenir longtemps. Hein, il faut tenir dans la continuité, dans la sécurité, dans la possibilité de penser. Et peut-être on pourrait faire référence à deux autres notions, hein, la notion de holding de Winnicott, qui certainement a des aspects assez proches, et puis aussi peut-être la fonction phorique, telle que notamment la phorique de portée, hein, la fonction de portage, telle que notamment Pierre de Lion la développe. Alors les activités, alors c'est vrai que souvent, elles sont convoquées comme un antidote à la vie quotidienne. C'est vrai que souvent l'activité est vécue comme étant à l'opposition à la vie quotidienne, qui elle est synonyme de lourdeur, de routine, un petit peu mortifère, c'est pas très vivant tout ça. Et alors l'activité, au contraire, c'est dynamique, c'est ouvert, c'est vivant. Et c'est vrai que la question qu'on peut se poser quand même, c'est est-ce que l'établissement, un adulte, un établissement, pourrait-il y vivre que sa vie quotidienne? C'est-à-dire, est-ce qu'après tout, un adulte pourrait vivre sa vie quotidienne dans l'établissement et ne pas faire d'activité? Ça revient à la question, est-ce qu'il y a obligation de faire des activités? C'est vrai que cette question-là, elle vient très vite se poser, et on voit bien que cette question de ne pas faire d'activité est toujours assez difficile à supporter, difficile à admettre, et on voit bien que le risque là, c'est la survalorisation de l'activité, ce qu'on pourrait peut-être appeler la dérive activiste. C'est vrai que souvent dans nos institutions, on pourrait avoir, on a tendance souvent à parler d'activisme, c'est un terme comme ça qui revient souvent, l'activisme, on fait de l'activisme. Alors, on peut s'interroger un peu sur ce qu'est l'activisme, comment essayer de définir un peu cette tendance, cette dérive. Et moi, il me semble que c'est un mécanisme de défense, que l'activisme, c'est une manière de se défendre, de se protéger, justement contre les effets de la problématique autistique dans les institutions. Et souvent, effectivement, on dit il faut les faire bouger, il faut les faire bouger. Allez, on va faire des activités, il faut que ça bouge, quoi. Et on voit bien que les faire bouger, c'est peut-être lutter contre les effets sidérants et mortifères de ces personnes-là, effectivement, qui ont tendance à nous figer, à nous geler un petit peu. Et on voit bien que là, il y a la valorisation aussi du faire sur le penser. On est souvent dans le faire, il faut faire des activités, faites des activités. C'est souvent ce que j'entends des professionnels, ce que leur disent les cadres, faites des activités, vous faites rien, voilà. Donc on est bien dans l'idée de faire. Or, qu'est-ce que serait un faire sans un penser? C'est quand même, on voit bien cette valorisation un petit peu du faire. Et puis la défense maniaque, il me semble que travailler auprès de ces personnes, effectivement, nous expose les professionnels à des sentiments dépressifs. C'est vrai que souvent on est plongé dans un sentiment d'impuissance, ce que disait Jacques Constant tout à l'heure, notre mégalomanie et notre... souvent c'est bien mis à mal et souvent...
Oui, et notre mégalomanie réparatrice, bah, souvent, elle est bien mise en échec, et elle est bien battue en brèche. Et c'est vrai que souvent, bah, le contraire, c'est une espèce de sentiment d'impuissance, hein, un petit peu de... Voilà. Et puis, une mise en doute de l'image de soi aussi. Hein. C'est-à-dire, bah, souvent, on a l'impression qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas bon, qu'on est mauvais, qu'on ne sait pas faire. Surtout si on vous dit, par ailleurs, hein, ce que disait Jacques Constant aussi, hein, la perfection hein, qui nous est proposée comme ça par les diverses recommandations, et si on voit qu'effectivement ces recommandations-là, on n'arrive pas à les appliquer, bah, on se dit on est mauvais, quoi, hein, on n'y arrive pas. Donc effectivement, je crois que le sentiment dépressif accompagne certainement le travail, et qu'il faut certainement en équipe, et que le rôle effectivement du travail, du soutien des équipes, c'est de traiter aussi hein, ce sentiment dépressif, non de le rejeter, non de le nier, mais d'en faire effectivement une des composantes même du travail de ces personnes. Et après tout, il vaut peut-être mieux un peu de dépression que de mégalomanie, hein, ou que de sentiment de toute puissance, qui est quand même toujours assez dangereux. Et effectivement, l'activisme, souvent, peut être une espèce de défense maniaque, hein, c'est-à-dire on s'active, on bouge, on fait beaucoup de choses, on est toujours comme ça dans une espèce de mouvement perpétuel pour éviter de penser, éviter de sombrer dans quelque chose qui serait plus douloureux. Et puis peut-être le troisième aussi, la troisième dimension, ce serait peut-être la vitrine de l'établissement, c'est-à-dire que le quotidien, c'est difficile à montrer, hein, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à... Hein, si vous dites dans votre dépliant... d'institutions que le matin, vous faites les levées, les toilettes, les petits déjeuners, et qu'après à midi, il y a le repas, et voilà, on va vous dire, ben oui, mais vous faites rien, quoi. Qu'est-ce que c'est pas... Voilà. On sait que quand même, ça, c'est déjà énorme. Alors on voit bien que derrière, il y a peut-être la tentation d'aller montrer l'activité, d'aller mettre l'activité comme étant le symbole un peu, je dirais presque la vitrine, de ce qu'on fait dans l'établissement, hein, et avec voilà, souvent une profusion d'activités, toutes plus originales les unes que les autres, toutes plus spectaculaires les unes que les autres, avec souvent une approche quantitative, hein, c'est-à-dire on peut mettre les activités en tableau et on a fait tant de séances de cheval, tant de séances de machin, de piscine ou autre chose, et peut-être aussi avec le risque que les projets personnalisés parfois soient aussi des programmes d'activités, c'est-à-dire que le projet se résume à une accumulation d'activités, sachant que les plus hauts niveaux vont en avoir beaucoup et qu'effectivement on va se creuser la tête pour les personnes les plus déficitaires ou les plus en difficulté. Alors, quels sont les modèles de l'activité? C'est-à-dire, avec quoi penser? Là aussi, on revient toujours à la question, quels sont nos outils pour penser l'activité, hein? Alors, on voit bien que les modèles habituels d'activité, quels sont-ils? Ce qu'on connaît, nous, c'est l'école, hein, oui, un enfant, quand il quitte le quotidien familial, hein, il va à l'école, c'est son activité, il y fait des apprentissages, mais on voit bien les adultes, ce ne sont plus des enfants, hein. Le travail, on pourrait dire que c'est notre activité, enfin, à part quand on est retraité, mais même quand on est retraité, on continue. Mais on voit bien que là aussi, pour certains, notamment pour ces adultes-là, en masse, en femmes ou en foyer, justement, pour eux, l'insertion dans le monde du travail, notamment dans les ESAT, a été souvent un échec, hein, ils n'y sont pas arrivés, donc le travail a une connotation quand même un petit peu souvent est synonyme d'échec. Et puis les loisirs, hein, souvent les loisirs c'est aussi un modèle, c'est notre modèle d'activité aussi. Mais on voit bien que là aussi les loisirs, comment penser les loisirs, hein, pour des personnes peut-être chez qui justement, est-ce qu'ils ont le loisir, est-ce qu'ils ont des loisirs dans cette vie qu'ils mènent, et est-ce que leur vie autistique leur laisse des temps libres, hein, est-ce qu'à certains moments ils peuvent arrêter d'être autistes pour se consacrer à des loisirs et ensuite reprendre leur vie autistique. Donc on voit bien que les loisirs, là aussi, c'est certainement un petit peu un modèle un petit peu compliqué, même si, bien sûr, on peut quand même s'en inspirer. Alors, il reste l'occupationnel, hein, souvent ce terme-là d'occupationnel, hein, qui est un terme qui a été hérité des CAT. Hein. C'est vrai qu'à une époque, on créait dans les CAT des sections occupationnelles pour ceux qui, justement, n'étaient pas assez productifs, hein, ceux qui ne pouvaient pas produire. Et on voit bien que derrière, peut-être quand même ce terme d'occupationnel, peut-être garde quand même une connotation un petit peu défectologique, hein, une connotation, en tout cas, hein, qu'est-ce que c'est que les occuper, hein, vous savez... Dans le temps, on disait aux enfants, reste pas sans rien faire, occupe-toi, quoi, hein, comme si l'oisiveté était mère de tous les vices, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Alors les activités aussi, va se poser la question du choix. Ça, c'est un sacré problème aussi, la question du choix. Hein, c'est-à-dire,
qu'est-ce que c'est que choisir, hein? Est-ce que ces adultes-là sont en capacité de faire des choix, de choisir, après tout, l'activité qu'ils voudraient faire ou à laquelle ils voudraient participer? Alors on voit bien que pour certains, déjà faire des choix, c'est déjà une opération psychique assez complexe, assez compliquée, hein? Même nous, des fois, on a du mal à faire des choix. Donc on voit bien que certains, c'est une grande difficulté de choisir. Pour d'autres, on peut avoir des choix sans continuité, hein, c'est-à-dire ils vont choisir un jour et puis le lendemain, voilà, leur choix n'est plus d'actualité. Et là, souvent, on voit, hier, tu étais d'accord, donc ça veut dire que tu dois continuer. Qu'est-ce que ça veut dire de dire à une personne, puisque tu as choisi un jour, tu dois maintenant assumer ce choix? Là aussi, on voit bien que c'est quand même méconnaître aussi souvent les modes de fonctionnement. Ou alors, on peut avoir des choix stéréotypés et répétitifs, hein, des personnes. Vous leur proposez une activité à l'âge de 20 ans et à l'âge de 50 ans, ils vont continuer à faire la même activité et surtout, ils ne voudront pas changer parce que, voilà, ça aussi, est-ce que là, on est dans le choix ou est-ce que c'est une ritualisation, une espèce de stéréotypie, hein, qui vient s'installer. Et alors pour le professionnel, c'est aussi compliqué la question du choix, hein, parce que on voit bien, est-ce qu'il faut obliger? Alors non, on va vous dire non, quand même, on ne peut pas les obliger, c'est des adultes, voilà. Mais il ne faut pas les obliger, mais quand même, quoi. S'ils pouvaient venir, ça serait bien. Et puis, on stimule. Et puis, on voit bien que là aussi, derrière cette question-là, le risque, c'est le risque de manipuler, quoi. C'est le risque, en fait, de donner l'illusion qu'on leur donne le choix, et en fait, ils ne choisissent pas du tout, quoi. Hein. Où on utilise des mécanismes, effectivement, qui font que, ce choix n'est pas... Voilà. Donc, c'est vrai que là aussi, souvent, il y a des ambiguïtés un petit peu dans ces choix. Et puis, s'il n'y a pas de choix, s'il ne fait pas d'activité, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, s'il ne fait pas d'activité, si après tout un résident dit non, je ne veux rien faire, ou manifeste visiblement le fait qu'aucune activité ne l'intéresse, qu'il veut participer à rien, qu'il n'est pas dans cette dimension, on voit bien que là aussi, comment le professionnel existe-t-il, hein? Qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser de ça, et puis aussi comment en rendre compte aux familles, hein. On voit bien que du côté des familles, souvent la question c'est qu'est-ce qu'il a fait, hein. Alors si on lui dit il a été au cheval, il a été à la piscine et tout ça, on voit bien que du côté des familles, effectivement, il y a un retour positif. C'est vrai que si on lui dit il n'a rien fait, il n'a rien fait, il n'a pas rien fait, il a vécu sa vie quotidienne, c'est-à-dire il a vécu, hein, mais il n'a rien fait en termes d'activité. On voit bien que souvent c'est difficile de soutenir effectivement cette position-là. Et puis vis-à-vis des tutelles aussi, comment on voit bien aussi, on mesure peut-être aussi là les ambiguïtés que pourraient avoir ces démarches d'évaluation, hein, ou comment évaluer la non-activité ou comment évaluer un établissement qui ne proposerait pas beaucoup d'activités. On voit bien que peut-être là, il y a aussi des questions qui sont peut-être un peu dans l'air du temps. Vous savez qu'on est quand même dans une ère... dans une époque d'activité. Avant le jeudi, enfin de mon temps c'était le jeudi, maintenant c'est le mercredi, les enfants ils jouaient, ils faisaient pas grand-chose, ils s'amusaient, maintenant le mercredi, les enfants, à partir de 14h à 18h, ils ont judo, piano, danse, et ça s'enchaîne, et surtout il ne faut pas qu'ils fassent rien, sinon effectivement ça ne va pas, quoi. Alors est-ce qu'on peut penser une modélisation, une espèce de typologie des activités? Alors, je vais vous en proposer une, qui vaut ce qu'elle vaut, certainement, mais peut-être essayer dans quel champ on se situe quand on propose ou quand on organise des activités, comment les penser peut-être de manière un peu différenciée, hein. Alors, je proposais quatre types, hein, qu'on pourrait appeler les activités de la vie quotidienne, hein, ensuite les activités de loisirs et d'animation, les activités de type atelier ouvert et puis les activités sur indication. Alors, les activités de la vie quotidienne, c'est un peu paradoxal d'ailleurs de dire activités de la vie quotidienne. La vie quotidienne, oui, on y fait des choses régulières, encore une fois, les repas, les toilettes, des choses qui participent de l'inévitable nécessité, mais on y fait aussi autre chose, on s'y promène, nous-mêmes, on lit le journal, on fait des choses tout à fait banales, tout à fait simples, on va se promener au jardin, voilà.
Et on pourrait dire que peut-être ces activités-là, qui s'inscrivent donc dans l'ordinaire, dans la réalité, ce sont dans la réalité de la vie quotidienne, ces activités-là peut-être sont intéressantes à penser effectivement comme médiateur auprès de ces personnes. Alors on voit bien la promenade. Moi je trouve que la promenade c'est le médiateur certainement, l'activité la plus simple. Ça ne demande pas de moyens, ça ne demande pas de budget, enfin, si des chaussures, mais voilà. Et puis ça demande peu de voilà. Et on sait que au travers d'une promenade avec un résident, il peut se passer énormément de choses. Là il y a des médiations tout à fait importantes qui peuvent se jouer au travers de ce médiateur vraiment toujours plus simple. Et c'est vrai, peu spectaculaire, quoi. C'est vrai que si on dit on a fait une balade avec le résident, bon, c'est peut-être pas suffisamment sophistiqué, mais on n'empêche que cette médiation-là, elle reste, voilà. Et puis les petits services, mettre la table, des choses comme ça, faire un petit peu de cuisine, voilà. Alors il me semble que là, dans ces activités, il est important que l'adulte ait le choix d'y participer, c'est-à-dire qu'il ait effectivement la possibilité de venir un petit peu se risquer à partager cette médiation avec les professionnels. Et il me semble que la sollicitation, là, devrait être plutôt attractive. Je pense à ce que dit Jacques Ottman, du phénomène d'attraction-séduction un petit peu. Comment les attirer un peu dans ce partage un petit peu à certains moments. Puis je pense aussi à la formule de Sassolas, un peu la fonction de l'élastique, l'élastique de Joccari qui les ramène de temps en temps vers le partage d'une médiation avec nous, et de temps en temps effectivement ils repartent, mais ces activités-là qui peuvent jouer cette fonction un peu de venir comme ça, les inscrire pour un temps, souvent très bref, qui peut être, voilà, mais les inscrire dans un partage, dans une chose, dans un partage un petit peu d'une médiation tout à fait ordinaire, quoi. Alors ensuite, des activités de loisirs et d'animation, s'inscrivent dans le champ social et le champ culturel. Oui, bien sûr, ces personnes ont tout à fait à participer et à être inscrits dans la culture et dans la socialisation effectivement de notre monde. Et c'est vrai que souvent ça se fait au travers de ces activités, donc sur la culture, participation à des spectacles, à des manifestations diverses, le sport bien sûr, les voyages, les sorties. Et puis souvent aussi les fêtes, les rituels sociaux, et c'est important qu'ils soient inscrits aussi dans nos rituels sociaux et qu'on puisse partager avec eux ces moments de sociabilité, ces moments d'émotions collectives, d'émotions communes, et les inscrire effectivement dans notre monde, dans ce monde de représentation, dans ce monde de socialité. Il me semble que là aussi l'adulte a le choix d'y participer ou non, et là on voit bien que selon les facilités d'inscription sociale de ces personnes, on sait bien que certains, la vie de groupe, le collectif, voire parfois la foule, c'est toujours assez impressionnant, et peut-être là aussi on peut être dans des stimulations de type un peu attractif, en tenant compte quand même des difficultés qu'ont certains à vivre collectivement des émotions. L'exemple souvent c'est la fête de Noël qui est une émotion souvent partagée collectivement en établissement, et c'est vrai que parfois c'est toujours un peu frustrant pour les professionnels de voir que certains sont totalement étrangers à ces émotions-là, même s'en protègent, même se réfugient ce jour-là dans leur chambre et ne veulent pas en sortir parce que ces émotions collectives, effectivement, ils ne peuvent pas en saisir le sens, et je crois que ça aussi c'est à respecter, là aussi peut-être à voir un peu comment on peut apprivoiser avec eux ces émotions-là et non pas leur imposer de manière souvent un petit peu comme ça, directe. Il y a les activités de type atelier ouvert. Atelier ouvert, c'est un peu le mot que j'ai trouvé. Je ne sais pas si c'est le mot exact, mais elles sont organisées autour d'un médiateur, alors porté souvent par un ou des professionnels, professionnels un peu comme ça, qui maîtrisent certains médiateurs. Alors, ça peut être du côté de l'artisanat, du côté de l'expression artistique, voire d'autres choses. Et l'intérêt là, je trouve que ces activités, ce qui est intéressant, c'est qu'elles soient répétées dans le temps, c'est-à-dire qu'elles soient inscrites régulièrement dans l'espace et dans le temps, dans des lieux, donc, et qu'elles soient effectivement là un espace ouvert de propositions, un espace où il se passe quelque chose, je crois que c'est un peu ça, l'espace où il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe là, qui peut être on verra tout à l'heure, je crois, un film où ce qui se passe, c'est la fabrication du pain. On fait du pain, et ça, c'est intéressant parce qu'il se passe quelque chose. Ça renvoie un peu à un livre assez ancien que je vous conseille de lire.
si vous le rappelez, c'est Les oubliés de l'hôpital psychiatrique, hein, un livre d'Annick Ebrens et de ses collaborateurs, hein, où ils décrivent ce qu'ils appellent la politique des stands, hein, c'est-à-dire que dans la salle commune, chaque éducateur se mettait, l'un avait des crayons et du papier, l'autre avec des bricoles. Et même, à l'époque, les lingères de l'établissement venaient repriser les chaussettes. Au lieu de le faire dans la lingerie, elles venaient le faire dans la salle commune. Voilà. Mais est-ce qu'encore il y a des lingères? Et est-ce qu'on reprise les chaussettes? Ça, j'en suis moins sûr. Alors, il me semble que là, effectivement, l'adulte a le choix ou non d'y participer. Là aussi, je crois qu'il faut être clair. Hein. Faut être clair, il a le choix d'y participer. Simplement, on doit lui rappeler. Hein. Là aussi, dans la mesure où c'est inscrit régulièrement dans le temps et dans l'espace, il me semble que c'est important de rappeler qu'aujourd'hui, tiens, il y a monsieur Untel qui a l'atelier, tiens, que l'atelier Farfouille. Alors, je sais que je dis l'atelier Farfouille, parce que c'était un atelier qu'on avait mis en place à l'établissement où je travaillais. Hein. C'était, voilà, l'atelier Farfouille où les résidents pouvaient venir et farfouiller. Alors il y avait, pareil, il y avait des matériaux divers, de la ficelle, de la terre, voilà. Et on voyait certains qui venaient, qui touchaient un peu, qui repartaient, d'autres qui venaient s'inscrire de manière plus directe. Voilà. Donc c'est important de rappeler effectivement que cet atelier a lieu. Hein. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est d'observer un petit peu ce qui se passe, hein, d'observer et de sentir un petit peu c'est la manière dont certains vont venir s'approprier un petit peu quelque chose, vont venir s'y intéresser. On voit souvent, fréquemment, des allers-retours, hein, où certains vont se tenir à distance. On a l'impression qu'ils ne participent pas du tout, mais en fait, ils sont très présents. Hein, simplement, ils sont un peu à distance. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est intéressant de l'inscrire dans une régularité. Hein. Là aussi, c'est important que si ça a lieu une fois de temps en temps, une fois en passant, ou une fois quand on a le temps, et aujourd'hui, non, on ne peut pas le faire parce qu'on a autre chose à faire, ça n'a aucune valeur. Hein. L'intérêt de ces activités-là, c'est qu'elles soient vraiment ancrées dans le temps et de manière très, très, très précise. Puis enfin, il y a les activités sur indication. Il me semble que là, ce qui est à l'œuvre, c'est le fait que ce sont des activités indiquées qui sont le fruit d'une élaboration et d'un travail clinique de l'équipe portant sur des hypothèses. Hein, c'est-à-dire que là, on pourrait dire que ce qui préexiste à l'activité, c'est d'abord le travail clinique de l'équipe qui élabore des hypothèses, hein, avec donc des hypothèses par rapport à une problématique, avec des objectifs, alors qui peuvent être thérapeutiques, pédagogiques, éducatifs. Et ces activités-là mettent en jeu donc une médiation adaptée, voire une méthode, hein, un cadre relationnel, hein, une organisation relationnelle, souvent avec un professionnel dédié à l'accompagnement de cette activité, aussi en fonction souvent de ses compétences, et puis souvent, nécessairement, même pas souvent, mais nécessairement, un travail de suivi de ces hypothèses, hein, ce qu'on appelle souvent des supervisions ou des régulations ou des reprises un petit peu, c'est-à-dire que ce travail-là, on va faire sur ce travail-là un travail d'observation et de réélaboration d'hypothèses, hein, de ce travail effectivement permanent. Hein, voilà. Alors les principales activités de ce type, je pourrais vous parler des thérapies à médiation corporelle, hein, qu'on a beaucoup pratiquées, notamment à John Bost à l'époque, hein, les balnéos et d'autres activités qu'il ne faut plus nommer. Ensuite, les activités cognitives, hein, bien sûr, les activités d'apprentissage, et puis des méthodes, hein, méthodes éducatives aussi, c'est-à-dire tous ces outils hein, qui sont maintenant effectivement à disposition et qu'on peut tout à fait utiliser dans ce cadre-là. Et il me semble que dans les activités sur indication, c'est une inversion de la question du choix. Hein, c'est-à-dire que là, le choix, c'est pas laisser l'illusion du choix ou laisser un peu le choix, donner le choix à un résident dont on sait que peut-être il ne pourra pas tenir à ce choix. C'est effectivement l'équipe qui fait le choix. Hein, c'est-à-dire que l'équipe engage sa responsabilité sur ce choix en l'étayant professionnellement. Et pas, ça serait bien pour lui, c'est pas une élaboration, c'est pas une hypothèse de travail. Hein. On entend souvent, tiens, on va lui proposer cette activité, ça serait bien pour lui. Ben non, ça, c'est pas une hypothèse de travail. Hein. Ou alors, on va essayer, on verra bien. Non, il n'y a rien à voir. Hein. C'est-à-dire que ce travail, effectivement, sur des hypothèses, sur pourquoi on va proposer cette activité à ce résident et pourquoi on a pensé que ça pourrait l'aider, que ça serait effectivement utile et important pour lui, ça veut dire qu'on lui doit des explications claires. Hein. C'est-à-dire qu'on doit lui expliquer et pas le prendre comme ça au détour d'un couloir et lui dire allez viens à l'activité. Hein, on doit lui expliquer effectivement et expliquer nos intentions et puis éventuellement, même pas éventuellement, hein, sûrement laisser aussi un espace peut-être pour qu'il puisse en dire quelque chose. Et je peux vous dire, pour avoir fait l'expérience assez souvent, que même avec des résidents qui ne parlent pas, hein,
y a quelque chose qui se passe et on peut effectivement sentir effectivement quelque chose de l'ordre, alors peut-être pas d'une adhésion franche et enthousiaste, hein, mais quelque chose effectivement qui vient s'inscrire là peut-être d'un désir partagé, hein, d'un désir de l'équipe, et puis peut-être quelque chose d'un désir du résident qui, en tout cas, bon, même si c'est de l'illusion, et après tout, l'illusion, on en a aussi besoin. Et dans cette perspective, il ne s'agit pas d'obliger le résident. Je crois qu'on ne peut jamais obliger un résident. Hein, ça sert strictement à rien de l'obliger. Par contre, il s'agit de s'obliger. Hein. Ce n'est pas à l'obliger, c'est s'obliger soi-même et s'obliger effectivement à soutenir un choix. Hein, c'est-à-dire soutenir une responsabilité, hein, soutenir ce choix que peut-être lui ne peut pas soutenir tout seul. Hein. Et des fois, ça peut prendre du temps. Hein. Des fois, on voit qu'on va mettre en place ce type d'activité. La première fois, il ne veut pas venir. La deuxième fois, il ne veut pas venir. La troisième fois, il ne veut pas venir. Ben, on tient, on est là, on lui rappelle et on revient régulièrement, lui réexpliquer tout ça. Et ben, c'est vrai que souvent, ouais, quelques temps après, alors des fois c'est très long, hein, c'est vrai que là aussi, souvent c'est un peu angoissant, hein, parce qu'on se dit, ben voilà, il ne veut pas ou tout ça, et c'est vrai que là, ça demande aussi derrière d'avoir des hypothèses solides, hein, des hypothèses effectivement de travail assez solides, pour pouvoir soutenir effectivement ce choix dans lequel peut-être le résident va mettre du temps, lui, pour y participer, hein, pour y souscrire. Hein, et souvent, il va y souscrire de manière... il vient, il passe la porte, il repart. La deuxième fois, il reste un peu, il repart, il revient. Enfin voilà, on a ces modes d'expression, mais qui sont extrêmement importants à soutenir. Et l'activité, il me semble que c'est une recherche permanente de sens, et l'activité, effectivement, doit effectivement être l'objet d'un travail permanent, hein, sur le sens qu'a une activité. Et puis, je veux dire, une activité qui marche ou qui ne marche pas n'a pas de sens. Hein. Souvent, on peut entendre dans les institutions, « Ah, on a mis en place cette activité, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché avec lui, ça ne marche pas. » Bon, moi, je pense que ces termes-là n'ont pas à voir avec notre vocabulaire professionnel. Hein. Ce n'est pas des machines. Une machine, elle marche ou elle ne marche pas. Hein. Je crois que l'activité, c'est un espace d'expérience, c'est-à-dire on propose là aux résidents un espace d'expérience différent de celui de la vie quotidienne, bien sûr, avec d'autres médiateurs, hein, des médiateurs différents, avec des conditions relationnelles différentes. On lui propose cet espace d'expérience dans lequel il va s'inscrire ou pas, ou à sa manière. Hein. Et il me semble que là, on a, nous, à accompagner, hein, cette expérimentation pour lui et à la soutenir. Hein. J'aime bien cette phrase de Jean Houry, là, peut-être que l'activité, on peut la penser comme organiser institutionnellement le hasard de la rencontre. C'est vrai que l'activité demande une organisation rigoureuse, précise, temporelle, bien sûr avec derrière hein, une organisation matérielle très précise, et que là-dedans, effectivement, c'est parce qu'il y a ces conditions d'organisation que peut-être le résident va venir y risquer quelque chose, va venir peut-être s'y inscrire, et peut-être que là, quelque chose va se passer, quoi. Et l'activité n'est pas la réponse magique aux troubles de l'adulte. Là aussi, parfois, j'entends, ah, il a des troubles du comportement, on va lui proposer une activité. J'ai jamais vu une activité qui soit comme ça, une réponse. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas aider à certains moments, mais enfin, en tout cas, l'activité n'est pas une réponse magique. Voilà. Et paradoxalement, les activités s'usent rapidement. Hein. Moi, je trouve que dans les institutions, souvent, on dit le quotidien, c'est usant, mais je trouve que l'activité, souvent, c'est usant. Hein. Il y a une espèce de turnover d'activités, et souvent, il y a aussi beaucoup de déception. Ah, on a mis en place telle activité, mais ça n'a pas marché. Hein. Il y a souvent, effectivement, cette usure aussi des activités, parce que si elles n'ont pas de sens, si elles ne sont pas soutenues par une réflexion à la fois théorique, clinique, institutionnelle, très, très rigoureuse et très précise, effectivement, elles vont, elles aussi, s'enliser dans la routine, elles vont voilà, hein, se perdre un petit peu, se diluer, et puis créer de l'insatisfaction, créer souvent voilà, un peu des espoirs déçus. Hein. Souvent, l'activité, c'est un peu le lieu des espoirs déçus des professionnels qui en attendent beaucoup et qui s'aperçoivent que voilà, que ce n'est pas parce qu'un résident va à une activité que d'un seul coup, il est plus malade, il est plus handicapé, que d'un seul coup, il est normal, quoi. Non, l'activité n'a jamais prétendu résoudre ce type de problème, quoi. Alors, il me semble que peut-être pour conclure, quotidien et activité, effectivement, on pourrait penser que ce sont un peu les deux jambes de l'accompagnement à l'établissement, hein, c'est-à-dire les deux jambes, je fais référence là un peu à
notamment Toscaïès, qui parlait de l'homme qui marche sur deux jambes, hein, et c'est vrai que c'est quand même mieux de marcher avec deux jambes. Et il me semble que peut-être on peut penser une juste articulation, hein, entre ce quotidien, donc cette base-là, ces fondements mêmes, et puis l'activité comme étant un médiateur intéressant, utile, voilà, mais qui doit être utilisé, je dirais, avec certainement discernement et j'allais presque dire parcimonie, parce que plus on utilise une médiation, plus elle s'use, et l'activité, encore une fois, je dis, ont tendance peut-être à s'user. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire un peu sur l'état actuel de ma réflexion sur ces deux domaines, hein, sur ces deux médiateurs. Je vous remercie.